Bonjour, bonjour, c'est Keistaro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller essayer de savoir si cette personne pense souvent à vous, régulièrement à vous, et comment. Pour vous aider à choisir, donc 3 cartes. On a en premier une jeune fille, on dirait qu'elle lévite sur une étendue d'eau avec des montagnes dernières et un loup sous la surface avec le 18. En deuxième, une jeune fille avec des oreilles de loup et le 20. Et en troisième, encore une jeune fille avec cette fois une espèce de horde de loups derrière sa tête qui pourrait dire, lui chuchote des choses, alors de manière un peu agressive, ceci dit, et le 24. Voilà, vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la jeune fille sur l'étendue d'eau. Et le 18. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Déjà 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Ok. Effectivement, ça confirme un peu ce que je sentais. Il y a une sorte de dissonance entre vous deux. Alors, c'est pas quelque chose de dramatique en soi, mais j'ai le sentiment d'un manque de perspective des deux côtés. Vous voyez ? En fait, je trouve que ça image assez bien ce que je ressens. Vous, c'est comme si vous étiez, par exemple, ici, vous voyez, à la place de la jeune fille. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Je vais essayer de faire le point. Je sais même pas si je suis centrée. Parce que j'ai pas de retour. Bref, c'est comme si vous étiez la jeune fille qui va être dans une espèce de contemplation du dessus. Vous voyez, que vous voyez peut-être les choses d'un peu plus loin, avec un peu plus de hauteur, un peu plus d'anticipation. Vous avez peut-être envie de savoir où est-ce que vous allez, qu'est-ce qui se passe, de vouloir anticiper. Et face à vous, vous avez une personne qui, vous voyez, comparée à la taille de cette jeune fille qui donne cette illusion, on est plus vers le haut de recul et de profondeur, le loup, à son échelle, il a un peu le nez dedans. Vous voyez, elle, c'est ses pieds qui touchent. Le visage est en haut. Lui, c'est la gueule en premier. Donc, il a un peu le nez sur la situation. Et j'ai l'impression qu'on est bloqué entre ces deux perspectives. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas vraiment à vous comprendre. Vous, alors, on pourrait faire le parallèle, par exemple, de... vous imaginez un couple. Alors, on va aller dans les clichés. Un couple où... l'homme dit par exemple, allez viens chérie, on part en week-end. Et il va se contenter de ça. On part en week-end parce qu'on est dans le rire, on est dans l'instant présent, on est dans on se fait une petite virée ou je sais pas, combien de temps, je sais pas, c'est l'énergie du moment. On va se faire plaisir. Et la femme qui va être incapable
C'est un cliché, hein. Attention, c'est pas un stéréotype ou quoi que ce soit, c'est un exemple. La femme qui va pas être capable d'apprécier la surprise ou le moment présent, parce que elle va faire, ok, on va où? On y va combien de temps? On y va comment? On prévoit quelles affaires? Parce que elle va avoir plus de recul et elle va être dans l'anticipation. Forcément, si on part 2 jours, on prend pas les mêmes bagages que si on part un jour ou une semaine. Si on va à la montagne, on prend pas les mêmes affaires que si on va à la plage. S'il y a 6 heures de route, c'est pas le même trajet que s'il y a 1 heure d'avion ou 1 heure de voiture. Vous voyez? Donc, c'est cette différence de point de vue qui fait que parfois on peut arriver à ne pas se comprendre et à rentrer dans des conflits. Parce que le mec, là, dans cet exemple, il va être en mode, écoute, juste, lâche-toi la grappe, déstresse, tu veux tout contrôler, on s'en fout, on est dans l'instant, on verra où le vent nous mène. Et la femme, elle va être, bah non, toi tu me saoules, moi je peux pas me détendre si je ne sais pas où je vais. Ok? Encore une fois, c'est un exemple, un cliché. Et c'est un peu ce que je ressens dans votre relation. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, elle est à fond dans l'instant T, et peut-être un peu trop, parce qu'il y a un juste milieu. Effectivement, si on veut pouvoir profiter d'un voyage, c'est mieux d'avoir un minimum d'informations, mais vouloir chercher à tout anticiper, tout contrôler, finalement, ça nous sort du moment présent. Et là, pour moi, vous êtes tous les deux un petit peu dans les deux extrêmes, dans les deux polarités. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, par rapport à votre relation, elle va être dans cet instant T, dans on se prend pas la tête, on se voit quand on se voit, on se fréquente, on met pas de mots dessus, on verra quand ça arrivera, on cherche pas, alors que vous avez peut-être des espèces de contraintes. C'est-à-dire, bah oui, il ou elle est bien mignon, mais moi, par exemple, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2. Donc on verra quand on se verra, non, parce que moi, j'ai un planning. J'ai des rendez-vous pro qui sont dans des horaires particuliers. Je travaille 6 jours par semaine, où on habite à, je sais pas, 1 heure de route, et cette personne, elle a pas de véhicule, donc c'est à moi de me déplacer. Donc vous avez très certainement des réalités matérielles qui font que vous ne pouvez pas être dans le moment présent autant que cette personne. Après, ça peut être aussi plutôt lié à vos craintes et à vos peurs, c'est-à-dire, bah ouais, moi, j'ai besoin de savoir où je vais pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de savoir, par exemple, qu'on est exclusif parce que j'ai une peur de trahison, alors que cette personne, elle veut pas en parler parce qu'elle est on verra bien, etc. Et si vous voulez, bah, cette colère, moi, c'est pas vraiment de la colère animale, etc. C'est plus lié à de la frustration. La frustration de j'en ai marre parce qu'on ne comprend pas mon point de vue. Et mon point de vue, il est source d'angoisse. Si on respecte pas mes contraintes, ma façon de fonctionner, moi j'ai peur. Moi je suis en stress, moi je suis pas bien. Et je me sens frustrée parce qu'en plus, on minimise ou on exclut mon sentiment parce que cette personne, elle va être peut-être un peu malgré elle dans le jugement, en mode tu te prends trop la tête. Oui, je me prends la tête, mais moi, si je sais pas quelles affaires je dois emmener en vacances, je suis pas bien. Je peux pas juste me dire, allez, je saute dans la voiture et puis on verra. Bah non. Moi, je sais que si j'ai 6 heures de route, j'ai besoin de me dire, je vais prévoir à manger, à boire, je vais prévoir, je sais pas moi, une occupation. Si je vais en vacances, peu importe où, j'ai besoin de savoir pour ma valise si j'emmène des affaires chaudes, des affaires froides. Je peux pas me permettre de juste monter dans la voiture et me laisser aller, parce que ne pas connaître les paramètres, ça me fait peur. Et si ça me fait peur, ça peut provoquer de la colère. Vous voyez? Donc c'est pas de la colère, vous êtes en colère contre cette personne parce que il ou elle a fait quelque chose de mal. C'est plus une accumulation et une frustration qui font que vous êtes en colère parce que vous avez l'impression d'être incompris ou incomprise et potentiellement en plus d'être jugé sur vos attentes et sur vos besoins. Encore une fois, pour moi, il y a un juste équilibre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le tort, autant que cette personne n'est pas dans le tort non plus. Vous, parce que vous avez des insécurités, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, et la personne à qui vous pensez, parce qu'elle a ses propres insécurités, que ça va plutôt être de la fuite et une sensation de liberté, elle est un petit peu extrême aussi. On a besoin d'un minimum de préparation, de mettre des choses ou de visibilité pour se sentir en sécurité. Voilà. Donc, aujourd'hui, la relation, vous voyez ce danger, je sens pas la relation en danger, mais c'est ces incompréhensions qui créent une espèce
de fissures entre vous, hein, parce que on n'arrive pas forcément à communiquer, à comprendre les besoins de l'autre, parce que vous pensez que cette personne, elle a juste pas envie de se prendre la tête, mais c'est un schéma défensif aussi. Vous avez besoin de tout contrôler, cette personne a besoin de ne pas savoir. Vous voyez? Parce que sinon, je sais pas, elle se sent enfermée, elle se sent piégée, elle se sent obligée. Donc, les mécanismes, là, c'est mieux vécu que vous, dans cette situation-là, c'est vrai, mais ils sont tout aussi importants. Son mécanisme de défense, à lui ou à elle, est tout aussi important pour lui ou pour elle que le vôtre l'est pour vous. Ok? Alors, on va aller voir, hop, si cette personne pense souvent à vous et comment. C'est marrant, je sais pas pourquoi, avant la guidance, j'ai pensé à un 3 de bâton. Et c'est la première, première carte que je sors. Ok. Oui et non. Oui, alors. Non, oui et non. Le 3 de bâton, là, je le ressens comme... Oui, il y a une envie, comme une liberté, quelque chose de très primaire chez l'homme qui va être par exemple l'envie de conquérir, l'envie de s'étendre, l'envie de prospérer, de transmettre. Vous voyez ce truc de je vais bâtir quelque chose, je veux toujours plus. Et là on est dans quelque chose de très émotionnel sur mes pensées s'égarent vers je veux plus, mais pas dans la projection. Attention, parce que vous voyez, c'est intéressant, ce personnage, il se tient entre les 3 bâtons, et les 3 bâtons, là, je les sens un peu comme la représentation d'une cage. On veut plus, certes, on pense à la liberté que peut amener cette relation tant que ça reste de la liberté. Si on regarde dans une direction, vous voyez, il essaie. La façon dont je le ressens, c'est cette personne, elle essaie de s'extirper de la cage. Le but reste le même, mais l'objectif ne doit pas être une prison. Donc, on pense souvent à vous, oui, mais dans une dimension très, à la limite sans préparation, très floue, très vague, très émotionnelle, sans essayer de mettre de la forme, du cadre et des contours. Parce que si on a des pensées rationnelles, logiques, pragmatiques, c'est-à-dire vers où on se dirige, c'est quoi la prochaine étape. Si on est dans des choses comme ça, là on va retourner dans cette cage que je ressens. Ok? Donc oui, on va penser à vous, mais ça va plus être de l'ordre du... Moi j'appelle ça de la pensée parasite. C'est négatif comme mot, mais quelque chose qui vient à nous. Vous voyez, de la pensée instinctive de oh, on a passé un super bon moment, je me demande quel sera le prochain. Mais on va pas chercher à le planifier. On va pas se dire j'ai hâte de replanifier ça dans une semaine, tel jour, à telle heure, etc. Non, j'ai hâte de voir le prochain. Et on laisse volontairement tout dans cette espèce de flou et cette notion de possibilité infinie et de liberté. Ok. Et voyez, et là on en revient à cette, justement à ce juste équilibre avec cette cage, d'essayer de faire cohabiter la relation qu'on a avec vous, les pensées que l'on a avec vous, l'affection qu'on vous porte, l'attachement, peu importe, avec ce besoin de liberté, de créativité, d'expression, on a cet équilibre finalement. Pourquoi c'est souvent un mec qui jongle? Parce que bon, oui, le 2 denier, ça parle de jongler entre deux choses. Mais plus que ça, qu'est-ce qui représente plus le mélange de rigueur et donc d'organisation et de contrôle pour jongler entre deux choses, mais en même temps de créativité et de spontanéité qu'un jongleur, un artiste? Et là, on est un petit peu là-dedans. J'ai besoin de contrôler certaines choses
mais jamais je n'enlèverai ma créativité, jamais je n'enlèverai ma liberté. Oui, j'en ai besoin d'un petit peu de contrôle, de technique, de préparation, mais jamais, on va dire, au détriment de mon art. Et là, par rapport aux pensées, c'est exactement ça. Quand j'ai besoin de contrôler les choses, je vais le faire parce que ça fait partie du travail, d'accord? Donc, effectivement, quand on me demande quand est-ce qu'on se voit et que j'ai envie de voir la personne, je vais devoir me pencher sur des choses que j'aime pas faire. La planification, la projection, le cadre, l'ordre, à quelle heure on se voit, à quelle heure ça termine, on se voit où, qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai pas envie que ça prenne le pas sur ma liberté et il faut qu'il y ait ce parfait équilibre. Donc, à chaque fois que vous allez essayer de contrôler les choses et de mettre en cage, métaphoriquement parlant, cette personne va essayer de faire des grands élans contraires pour se rapprocher de sa liberté. Typiquement, si vous faites une proposition en mode oui, ce serait bien que on se voit, je sais pas, tel jour, la personne, elle serait capable de vous répondre « Oui, mais bon, en attendant, moi, je vais aller voir mes potes. » Ça a l'air de rien, mais c'est une espèce d'esprit de contradiction de « Ok, tu me proposes quelque chose que moi, je vis comme un ordre ou comme une contrainte, comme une cage, donc je vais provoquer l'effet inverse et je vais fuir dans l'autre direction. » Ok ? Parce que on n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire sur juste ces questions d'organisation en fait. Quand on va voir quelqu'un, on est obligé de donner une date, une heure et un lieu de rendez-vous. Ok ? Mais on revient à ce loup qui a un peu le nez dedans et qui voit pas ça. Il le prend juste comme à la limite une volonté de le mettre en cage. À l'image d'un animal, par exemple, qui est blessé, vous êtes obligé de l'attraper pour le soigner. Mais l'animal, à l'instant T, il va pas comprendre, il va pas voir plus loin que c'est pour le blesser, parce qu'il est blessé et que c'est pour prendre soin de lui. Il va juste comprendre que vous essayez de l'attraper. Là, c'est un petit peu ça. Donc, oui, on arrive à penser à vous de manière assez régulière, je dirais, mais dès qu'on sent que ça prend un peu trop de place, volontairement, on va vous chasser de l'esprit pour maintenir cette espèce d'équilibre. Faut pas que vous preniez trop de place. Parce que trop de place signifie trop d'ordre, moins de liberté. Et encore une fois, on s'y attache très très fort. Ok, alors là, on part sur carrément un autre axe. On pense souvent à vous. Vous êtes, vous savez, un petit peu le réflexe quand on a quelque chose de compliqué qui nous arrive, quand on se sent démuni, quand on se sent en déroute, quand on a un problème et qu'on n'a pas de solution, quand on a peur, quand vous voyez, quand on se sent réellement dans l'énergie du 5 de denier, vous êtes un peu l'image de l'église derrière, qui offre asile, qui va nous aider, nous réconforter, nous offrir son soutien, sa protection. Ça veut pas dire qu'on va le faire dans la matière. Hein. Attention, là on est dans les pensées. C'est-à-dire que même si à chaque fois qu'il nous arrive un truc, on pense à vous, c'est pas pour autant qu'on va vous appeler dans la foulée ou demander votre aide. Mais ça démontre quand même une certaine confiance pour vous et aussi une certaine... je sais pas dire admiration, mais respect pour ce que vous êtes, puisque on a confiance en vous pour potentiellement vous associer à des phases de vulnérabilité, mais aussi on a confiance en vous sur votre capacité potentielle à trouver des solutions ou à nous rassurer, ce qui n'est pas rien. Ouais. Elle marche en paire à chaque fois là, les énergies. Par contre, vous voyez, quand on est vulnérable, quand on a le réflexe, et pourquoi ça s'imprime pas dans la matière, pourquoi on a ce réflexe de penser à vous, de dire j'ai envie de lui en parler, mais je ne le fais pas, parce qu'on veut pas se perdre dans les illusions. On n'a pas envie de mettre de l'attente sur vous, mettre de l'espoir sur vous, et d'avoir une désillusion parce que vous n'êtes pas disponible, parce que vous pouvez rien faire pour nous, parce qu'il y a plein de raisons. C'est un peu comme si ces personnes-là, elles refusaient de mettre trop d'espoir dans cette église parce qu'elles avaient peur de trouver la porte close.
On préfère se dire que en dernier recours, on ira si vraiment on n'a pas le choix, plutôt que de se dire, bah, on va essayer, on va mettre toutes nos attentes là-dessus, on va mettre toutes nos œufs dans le même panier, et si ça ne fonctionne pas, si l'église elle est bloquée, elle est fermée, alors on n'a plus rien. Vous voyez, parfois l'espoir, c'est quelque chose qu'il est important de garder. Et là, c'est un petit peu ça. On n'a pas envie d'idéaliser une situation. Et ce qui est dommage, c'est que on a tellement peur d'être déçu et on veut tellement pas idéaliser les choses qu'on a limite tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à essayer de s'auto-convaincre que vous êtes pas si fiable que ça, que vous cherchez absolument à nous mettre en cage, que on vous donne un peu le mauvais rôle parce que sinon on a peur de se laisser tenter. Vous voyez, c'est un peu comme si là, voilà, vous avez une montagne d'or devant vous et vous vous dites, ouais, bah je préfère me dire que c'est du toc, comme ça je serai pas déçue, plutôt que de faire comme Picsou, plonger dans le tas de pièces et d'être déçu, parce qu'il y a peu de chances que ce soit vrai. Si vous voyez une montagne d'or qui arrive devant vous, bon, vous allez vous poser des questions. Et des fois, quand il y a quelque chose qui arrive et qui nous fait très plaisir, on va avoir tendance à minimiser pour pas se faire de désillusion et d'avoir le contre-coup de la déception après qui va être à la hauteur de l'envie qu'on avait au début et de l'espoir que l'on avait. Hein. Là, il y a un peu il y a un adage qui dit, alors un adage pas très positif, hein, assez pessimiste, qui dit l'espoir est le meilleur raccourci vers la déception. Hein. Bah là, c'est un peu comme si on s'était convaincu de ça. Voilà, n'aie pas trop d'espoir, tu seras forcément déçu. Donc, mesure ton espoir. Et du coup, on va être très rationnel. Alors, je la sens moyennement bien aspectée, cette énergie-là. C'est-à-dire que du coup, tout ce qui va être les pensées qu'on a au début, qui sont un peu, qui viennent à nous, on est dans un peu le flou, vous voyez, qu'on veut pas cadrer, qu'on veut pas mettre trop de limites. Quand on s'emballe trop, on va avoir tendance à essayer de se réfréner, de se retenir, de se modérer et de dire oui, oh ça va, je peux trouver des trucs tout aussi intéressants à faire, c'est bon, cette personne, oui, elle est géniale, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez, on va vous pas décrédibiliser, mais vous minimiser un petit peu. Et après, j'ai comme si, en fait, c'est quand cette personne s'emballe trop à votre sujet, elle a ce besoin intérieur de vous faire descendre du piédestal sur lequel vous montez. Vous voyez, je vais aller chercher les failles. Je vais aller chercher les soucis. Je vais aller chercher les aspérités, les trucs qui sont pas cool. Et là, ça peut être soit dans la matière, soit en intellectuel. C'est-à-dire, soit on va se dire, oui, il ou elle a fait ça, est-ce que je vous disais, il ou elle essaie de me mettre en cage, machin. Soit, on va carrément aller dans la matière, essayer de vous piquer et de vous chercher des défauts pour rationaliser ce set de coupe qui est trop beau. C'est vraiment, la personne, elle peut pas s'empêcher de se dire, j'arrive pas à me contenir. Cette opportunité, cette personne, elle est trop bien. Il y a quelque chose qui fait que si moi je ne me maîtrise pas, je vais me laisser aller et ça me fait peur parce que je vais me retrouver en cage. Si je baisse ma garde, je vais me retrouver en cage. Donc, je dois m'inventer des démons, je dois m'inventer des spectres, je dois m'inventer des raisons de ne pas y aller parce que sinon, ça va mal finir pour moi. Voilà. Donc, oui, on pense beaucoup à vous, mais on est perdu entre cette pensée naturelle qui va être très positive et ce besoin un petit peu parfois de la rabaisser et de lui enlever tout son charme, toute sa magie pour se protéger finalement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la jeune fille aux oreilles de loup et le vin. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne.
Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pourrez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon. Alors. On est sur une relation qui a été coupée, terminée. La personne à qui vous pensez visiblement est partie. Alors, ça fait plus ou moins longtemps. Le point commun, c'est que par contre, la disparition a été très brutale. Elle a été très incomprise, dans le sens où... Alors, dire qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, ce serait pas la vérité. Mais il n'y avait pas de signe avant-coureur perceptible de votre côté. Ok, il y a peut-être eu, je veux dire maintenant, vous avez sûrement analysé la situation, vous l'avez peut-être retourné dans tous les sens, vous avez essayé de trouver du sens et vous avez peut-être avec le recul compris que quand il ou elle a dit ça, c'était les premiers signes. Mais et ça, il faut pas vous culpabiliser, il faut pas essayer de refaire l'histoire. Au moment où c'est arrivé, vous n'aviez pas moyen de le savoir parce que la distance qui a été mise par cette personne, la coupure, donc là, encore une fois, comme c'est général, c'est relatif. Hein. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être encore un peu en contact, pour d'autres, plus du tout. Ça peut aller jusqu'à vous être bloqué. Hein. La décision a été prise sur une émotion, et notamment la peur. Ok ? Alors, la peur de ce qu'on ressent pour vous, la peur de ce que vous ressentez pour cette personne, la peur de blessures, d'anticipation, etc. La peur, de toute façon, elle n'est jamais réelle, si ça a du sens. La peur, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose, c'est pas une émotion palpable, on va dire, réelle, dans le sens où elle est toujours le fruit d'une anticipation. Si vous avez peur de quelque chose, c'est parce que vous êtes déjà en train d'être dans le futur. Ok ? Vous avez peur d'être pauvre, bon, bah c'est dans le futur. Vous avez peur de tomber malade, c'est dans le futur. Si vous êtes déjà, alors on va prendre pareil. Si vous avez peur du vide, c'est parce que vous avez peur de tomber. Si vous êtes déjà en train de tomber, en soi, alors vous allez peut-être avoir les émotions physiques de, vous savez, cette sensation quand on est dans le vide, où on a l'estomac, etc. Mais ce dont vous allez avoir peur, c'est c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'atterrissage. Ok ? C'est, est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais m'écraser? Etc. Mais la peur à l'instant T, c'est une préparation à ce qui peut arriver. Donc, là, la personne, quand elle est partie, de toute façon, c'était une anticipation. Je vais souffrir, ça va mal se terminer, peu importe quelle conviction on avait, quel schéma on s'est élaboré dans la tête ou quel scénario on a inventé ou on a anticipé, hein, peu importe, c'est ce qui a poussé cette personne à mettre une distance vraiment drastique et surtout, encore une fois, très brusque, hein, puisque là, on est dans quelque chose, pour moi, qui est très brutal à canaliser et qui est renforcé par cette énergie-là qui va parler de la surprise, vous voyez, de quelque chose d'inattendu. Et après, bah, on le prend. C'est pour ça que on a des traits du visage qui ne sont pas réellement de la surprise, parce que toute l'énergie de cette carte, c'est face à l'imprévu, comment on va réagir. On a deux façons de le prendre, soit de façon positive, soit de façon négative.
ok. La surprise, c'est s'adapter à l'inattendu. Et bon, vous, ça a laissé quelque chose d'assez immense hein, en termes d'absence, de vide. J'ai encore voilà, le spectre de cette personne qui vous hante. Hein. Là, c'est pas pour rien que dans l'image, il y a cette espèce de spectre. C'est que c'est toujours là hein, en vous. Vous n'arrivez pas forcément à passer à autre chose. Enfin, alors peut-être que vous avez essayé de vous reconstruire ou que vous avez essayé de passer à autre chose, mais c'est toujours là. Hein. C'est toujours en arrière-plan. Et cette personne, c'est pareil, c'est toujours en arrière-plan. Et je sais pas pourquoi je sens une déconnexion. En fait, c'est bête, hein, mais vous voyez le tour là, le cadre, il est un peu mangé par du flou. Et ce que je ressens, c'est une notion un peu intemporelle. Comme une vieille photo du passé. Vous savez, les photos en noir et blanc des arrière-grands-parents qu'il y a dans les maisons de famille, les trucs comme ça, où on ne sait pas qui c'est. Vous voyez ? Et comme déconnecté du temps, on sait qu'il y a un lien, mais par exemple, si on connaît pas l'histoire derrière la photo, que c'est juste une photo, on voit qu'elle est ancienne, mais c'est un visage où on peut pas mettre de nom, on n'arrive pas à créer du lien. Il y a cette espèce de dissonance entre c'était un autre temps, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ma vie et ce truc un peu bizarre. Et c'est ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle a complètement déconnecté actuellement du lien. Elle est en transparence, elle est en pointillé. Oui, il y a son absence et ça a du sens dans votre vie à vous parce que, vous voyez, ça amène l'illumination, l'élévation, ça amène des prises de conscience chez vous, des clés, des réponses. Et en soi, c'est positif. Et le moteur, c'est cette personne à la base. Ça a été son départ qui vous a peut-être poussé à... et ça a peut-être commencé à la rencontre, hein, qui vous a poussé à travailler sur vous, à avoir des prises de conscience, etc. Mais il n'y a pas de lien direct. Voyez, et dans la vie de cette personne, pour moi, là, elle est coupée. Hein. Elle ne souhaite pas. Elle ne souhaite pas parce que autant vous acceptez cette énergie là du génie, de l'illumination, des réponses, etc. Autant cette personne fuit comme la peste cette énergie-là. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas de réponse. Elle ne veut pas d'informations, on va dire, sur vous à l'instant T. Elle est plus dans je suis figée. Je suis figée hors du temps, dans la même peur que quand je suis partie. Juste, je l'ai enfouie, j'ai essayé de la déconnecter de ma vie et elle est là en arrière-plan, mais je ne veux pas. Je ne veux pas renouer contact, je veux pas... Encore une fois, vous imaginez être face à une photo de quelqu'un où vous voyez, je sais pas, la photo, elle a je sais pas, 60 ans, et c'est un adulte, donc vous savez pas qui c'est. Et imaginez qu'à ce moment-là, plutôt que d'avoir la curiosité, vous dites non, moi je veux rien savoir de cette personne. Je peux pas m'en débarrasser de cette photo, donc elle va rester accrochée sur le mur, je sais pas, elle est encastrée dans le mur, mais à chaque fois que je la vois, je vais détourner les yeux et je ne veux rien savoir dessus. Et on est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on peut pas vous oublier complètement, mais on choisit de regarder ailleurs, d'ignorer, de couper, etc. Donc voilà, relation, vous n'avez plus de contact ou très peu, et le départ a été particulièrement brutal, et chez vous, ça a potentiellement réveillé beaucoup de choses, notamment sur le plan spirituel, sur la découverte de soi, le travail de soi, etc. On peut, si ça parle pour vous, être dans un lien flamme jumelle, on peut être dans un lien de relation karmique, de contrat d'âme, ok. Donc ça, c'est selon vos croyances, vos appellations. Si ça résonne pour vous, c'est le bon tas. Ok. Alors. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors, le monde, là, je le sens réellement, comme le monde. Vous voyez, on se noie. On se noie dans la foule, on se noie dans les autres, on se noie dans la diversité, dans le... Alors, on n'essaie pas de vous remplacer. Par contre, on essaie de remplir avec la quantité plutôt que la qualité. Il
C'est comme si vous étiez, je sais pas, une œuvre d'art inestimable, d'accord, et que on avait décidé de s'en séparer parce que, par exemple, on avait peur qu'on nous la vole, et donc on avait peur d'être déçus et machin, et donc on aurait rempli toutes les pièces de la maison par plein de peintures ou de dessins qui valent rien, mais pour donner l'illusion qu'on a toujours ce truc-là. Vous voyez? Alors c'est absolument pas comparable, et finalement sur la multitude de tableaux, si on a un qui s'abîme, si on a un qui est volé, on s'en fout, parce qu'on n'a pas la même relation d'importance avec, mais ça fait illusion. On reste sur la même base de notre besoin d'art est rempli. Vous voyez, c'est comme, on peut le comparer par exemple aussi à un aspect financier. Soit vous achetez par exemple une bonne pièce de viande chez le boucher qui va coûter son prix, soit vous achetez, je sais pas, 10 steaks hachés surgelés premier prix. Et c'est plus le besoin, on va dire, la motivation est la même, mais c'est plus du tout le même rapport. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que on sait qu'on pourra pas vous remplacer, mais dans les pensées, on va essayer, et dans la vie en général, on va essayer de combler ça par plutôt la quantité. Voilà. Donc, est-ce qu'on pense souvent à vous ? Je dirais pas qu'on pense souvent à vous ou on pense pas à vous. Je dirais qu'on essaie de s'occuper l'esprit pour que ça ne vienne pas. Voilà. On essaie de distraire. J'ai un côté un peu hyperactif là dans ce monde d'hyperactivité cérébrale et intellectuelle. On essaie de se concentrer sur plein de choses différentes et notamment sur plein de relations. Alors relations pas forcément romantiques, mais sur plein de contacts humains différents pour noyer tout ça un petit peu dans la masse et puis aller dans l'uniformité plutôt que dans l'individualité avec vous. Ouais. On sait, de toute façon, on veut pas spécialement le reconnaître, mais bon, quand on pense à vous, alors j'ai quelque chose un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique. On sait que vous êtes ce qu'on a toujours souhaité. On sait que vous êtes potentiellement l'homme de notre vie, la femme de notre vie. Là-dessus, on n'a aucun doute. Mais par contre, comment dire, on se méfie. C'est pas qu'on se méfie du prix à payer, c'est que le prix. Alors, c'est le prix à payer n'est pas dans la notion de sacrifice. Elle est dans la notion de valeur, dans la notion d'estime de soi. Elle est dans des choses beaucoup plus profondes ici ok, c'était et c'est toujours parfait pour moi, mais alors oui, quelque part ça va me demander un sacrifice, mais pas dans le sens de un sacrifice immédiat, mais affronter ses peurs potentiellement, et puis aussi affronter sa peur de perdre, sa peur de se battre aussi un petit peu pour garder ce bonheur. Moi j'ai ce truc-là, à quoi bon prendre quelque chose que l'on nous offre si on a peur de le perdre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous acheter quelque chose, alors ça va souvent être lié au financier, mais de cher, de beau, et de pas oser l'utiliser pour pas l'abîmer, dans la peur de le gâcher, dans la peur d'être déçu, dans la peur vous voyez, de perdre en fait ce qu'on a à l'origine. Si vous achetez par exemple, je sais pas, une très belle montre, voilà, qui coûte 3 ou 4 SMIC, il y a des gens qui vont être très heureux et qui vont la porter, il y en a d'autres qui vont se dire ouais mais c'est mon rêve, est-ce que vraiment je peux le mettre dans la réalité, parce que la réalité elle est dure, je vais peut-être cogner la montre, je vais peut-être la casser, je vais peut-être la perdre, on va peut-être me la voler, et je préfère ne jamais toucher mon rêve du doigt et il ne sera jamais brisé,
plutôt que de le réaliser, mais qu'il se brise. Parce que ce serait terrible. Tant qu'il n'est pas réel, il peut encore se réaliser. Alors qu'une fois qu'il est réalisé, la seule chose qui peut lui arriver, c'est négatif, puisque le rêve, le souhait, c'est le climax, c'est le truc, c'est l'apothéose. Il n'y a rien de mieux qu'un rêve qui se réalise. Donc, qu'est-ce qui peut se passer à part une déception? Vous voyez? C'est un peu comme ça qu'on raisonne. Donc, quand on pense à vous, on préfère vous garder dans cette espèce d'illusion ou de potentiel. Mais par contre, on est convaincu qu'il n'y a rien de mieux. Mais on a peur de casser, on a peur de briser. On s'est un peu emmêlé les pinceaux, je trouve. De toute façon, c'est lié à des choses qui sont pas résolues et qui sont pas forcément liées à vous. Cette reine de coupe, je la sens très tourmentée quand même. Je la sens très... j'ai peur de me perdre, j'ai à la fois tellement d'espoir et à la fois tellement de déception possible. Ça me fait un peu penser au baby blues, des choses comme ça, vous voyez. On met tellement d'espoir sur une grossesse, sur un enfant, et malgré tout l'amour qu'on a envie de lui donner, on a mis tellement d'attentes qu'on peut pas s'empêcher d'être déçu. C'est des schémas toxiques, mais ça arrive chez les parents qui ont tellement de... Par exemple, mon enfant sera intelligent, sera sportif, sera ci, sera ça. Et l'enfant, il a son individualité propre, il a ses goûts, il a ses capacités, il a ses potentiels, mais il a aussi ses défauts. Et de voir encore une fois la réalité qui est en dissonance avec toutes les attentes, ça peut créer une sorte de rejet inconscient. C'est pas ce que je projette, c'est pas, et on se perd là-dedans un petit peu. Et moi j'ai cette difficulté à affronter le regard de l'autre par rapport à l'idée qu'on s'est fait. C'est-à-dire que si vous êtes notre perfection, on doit être en miroir un peu la vôtre. Et j'ai ce truc on n'a pas envie d'être déçu, mais ça on n'y croit pas trop. Parce que quelque part, vous nous avez déjà prouvé qu'on n'était pas déçus et que on vous aimait dans toute votre imperfection. Mais nous, on a très très peur d'être justement rejetés par rapport à vos attentes. Parce que nous, vous êtes notre perfection, mais pas par rapport à des attentes. Vous cochez pas réellement les cases d'une liste. Vous êtes la perfection la plus absolue qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire que même vos défauts, en soi, on les aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas prémédité. Et on a tendance, parce qu'encore une fois, je reviens sur cette estime de soi que je sentais un peu dans le 9 de coupe et qui là s'affine. On a peur que votre perfection, ce soit une liste, ce soit des cases à cocher, et que quand vous allez vous rendre compte de la dissonance entre ce que l'on est et ce que vous pensez voir de nous, ce que vous avez cru comprendre que ce qu'on était, ou ce que vous espérez, que vous nous rejetiez, que vous vous forciez à nous aimer, ou que vous nous aimiez mais que vous vouliez nous changer parce que finalement on n'est pas si parfait. Et du coup, quand on pense à vous, pour moi ça c'est des pensées inconscientes, parce que le conscient il est là. Le conscient c'est qu'on fait tout pour pas penser à vous. On s'occupe l'esprit. Et l'inconscient il travaille. L'inconscient c'est le petit vélo qui tourne en permanence. Mais vraiment, vous quittez, vous voyez, dans ce truc figé. C'est ce que je vous disais, la photo qui est accrochée en arrière-plan et qui nous fixe. Et on va passer à côté, on va essayer de pas la regarder, on va essayer d'occulter son existence. Mais il y a des moments où on pourra pas s'empêcher d'avoir les yeux dessus. Ou alors, même si on arrive à l'enfouir, parce qu'imaginons, elle nous fait peur, cette photo, notre inconscient, c'est pas pour autant, par exemple, qu'il va être tranquille. Et peut-être que si c'est dans notre chambre, on va mal dormir à cause de cette photo. Parce que notre inconscient, il va dire, moi, je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle me regarde et elle me met mal à l'aise. Donc, dans la vie consciente, on va oublier l'existence de cette photo, de cette image. On va gérer notre vie, etc. On va s'occuper l'esprit. Mais ça travaillera quand même. Et là, c'est l'inconscient pour moi. Et l'inconscient, il pense beaucoup à vous parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à traiter l'information vu qu'on l'a mis de côté.
Ouais. On fait tout, hein. Là, on est plus dans le conscient. On fait tout pour passer à autre chose, pour oublier, pour faire vraiment littéralement tourner la roue, hein. On veut s'occuper, on veut laisser ça derrière soi, on veut... J'ai aussi l'image de remonter la roue, vous voyez, remonter la pente, hein. Ouais, on a le diable qui saute. C'est ça. Parce que vous, alors, vous nous entraînez vers le bas. Mais c'est pas vous nous tirez vers le bas parce que vous vibrez bas ou que vous êtes toxique ou non. C'est parce que vous nous forcez à affronter ce diable. Ce diable avec nos peurs qui nous enchaînent, nos émotions qui nous contrôlent et non pas nous qui contrôlons ces émotions. Vous nous forcez à faire face à ça, à tout ce qu'on n'a pas envie, hein. Bah ouais, franchement, je connais pas grand monde qui a envie d'aller faire face au diable, hein. Ça fait peur. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est de tourner, d'avancer, de remonter, d'éviter ça en permanence. Mais l'inconscient, il est toujours là, hein. L'inconscient, il nous ramène inexorablement face à ce diable, tant qu'il n'est pas traité. Donc, est-ce qu'on pense souvent à vous consciemment? Non. Réellement, hein. Je préfère vous le dire. Alors, on peut avoir peut-être des fois des signes, des synchronicités, des choses comme ça, parce que c'est assez violent comment l'inconscient s'exprime. Donc, je pense que il y a des choses qui doivent être mises en place pour pas qu'on vous ignore si facilement. Mais par contre, c'est une volonté de chasser ça, de vous enfouir, de vous oublier, parce que vous révélez des choses qui sont compliquées à gérer, à traiter et qu'on n'a pas envie d'affronter. Par contre, l'inconscient, le subconscient, l'âme, voilà, peu importe le mot que vous mettez dessus, pense énormément à vous. Mais limite constamment, quoi, hein. Donc, ça va être une personne qui doit être particulièrement fatiguée dans son quotidien, puisqu'on a ça qui mouline en arrière-plan H24, et on a cette hyperactivité pour s'occuper dans la matière. Donc, c'est une personne qui doit être particulièrement fatiguée, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la jeune fille et la horde et le 24. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, compliqué. Alors, la personne à qui vous pensez, j'ai l'impression qu'il y a une tierce dans le tas. Et là, plutôt une personne physique qui peut être d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, ou même des deux, hein. Le problème, c'est que vous ne vivez pas du tout, encore une fois, la chose de la même manière. La personne à qui vous pensez, elle est un peu dans le déni de la situation. C'est-à-dire, ouais, ça va aller, tout va bien, on s'en fout. Je sais pas pourquoi, on déforme. Ouais, j'ai l'impression que la tierce, elle est du côté là, hein. Elle est du côté de la personne à qui vous pensez. Et je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation qu'on vous déforme la vérité. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est très subtil, mais là, il y a un peu de flou. Et je le vois de manière exagérée sur la bouche, là. J'ai l'impression qu'on vous balance des... Alors, c'est pas fondé de rien. Attention.
On déforme la vérité. On ne ment pas, on déforme et on l'arrange. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que la personne à qui vous pensez, elle est en couple et son couple va pas très bien. Ça arrive d'avoir des crises de couple. Peut-être que effectivement, ils se parlent de moins en moins, ils ont plus de rapport et que on n'est pas dans une période folle. Et cette notion de déformer la réalité, c'est-à-dire que cette personne va vous dire « Ouais, mon couple, il est mort. En fait, on reste ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, je vais le ou la quitter. » Alors que on n'en est pas du tout là dans le processus. Oui, le couple va mal, c'est pas tout à fait faux. Mais est-ce qu'on en est à la prise de décision de je vais le quitter ou la quitter? Non. Est-ce qu'on reste ensemble parce qu'on n'a pas le choix? Non, parce qu'en fait, on s'est jamais réellement posé la question dans le couple. Vous voyez, il y a ce truc de j'extrapole et je manipule un petit peu les choses selon comment elles m'arrangent. Ça peut être aussi, par exemple, oui, on va, je vais quitter cette personne pour toi, on va se mettre en couple et ça ira bien, alors que, par exemple, cette personne sent que c'est l'autre dans sa relation qui est en train de le ou la foutre dehors. Et on vous fait croire que l'initiative vient de nous. Vous voyez, il y aura jamais, alors, peut-être que si, il y aura des dingueries au niveau des mensonges, mais la majorité de ce qu'on vous raconte, ça va être, il y aura toujours un fond de vrai. Encore une fois, la relation, par exemple, oui, ils sont peut-être vraiment en train de se séparer. Mais là où on va vous faire croire que c'est nous qui le faisons pour vous, la réalité, c'est peut-être que c'est l'autre, la compagne ou le compagnon de cette personne, qui est en train de parler de divorce, par exemple. Vous voyez? Et le truc, c'est que vous, pour moi, vous êtes un peu dans le doute. Dans le doute de ce qu'on vous dit et dans le doute de vous-même. Parce que cette personne, elle affiche ça de manière tellement sereine, tellement naturelle, tellement elle peut vous dire des choses droit dans les yeux, que c'est compliqué. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de faille dans le sens contradiction ou choses comme ça, mais c'est la force des choses, c'est l'expérience qui vous a appris que vous pouviez pas vraiment faire confiance. Parce que peut-être que ça, on vous l'a dit plein de fois. Et la colère, je la sens pas forcément contre cette personne, parce que je pense que vous êtes au-dessus depuis. Vous êtes en colère, contre cette personne, si, mais pas contre cette manière-là d'agir. Le fait qu'il ou elle arrange la vérité, j'ai l'impression que ça fait longtemps, donc ça vous passe au-dessus. Par contre, ce qui vous met en colère, c'est le manque de respect pour votre personne. Tu ne me respectes pas, pourquoi? Parce que tu me fais miroiter des choses. Tu ne me respectes pas aussi parce que tu me prends pour une idiote ou un idiot. Parce que tu crois que je vois pas clair dans ton jeu. Tu ne me respectes pas non plus, pourquoi? Parce que tu essaies de me faire douter de moi. Parce que moi, quand je te dis, par exemple, je sais, donc si on parle d'une tiers, je sais que tu la quitteras pas ou que tu le quitteras pas, et que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis, mais si, mais on est en train, tu vas voir, c'est pour bientôt. Et tu me fais pas confiance, tu devrais pourtant savoir, etc. Tu me fais douter même de mes émotions, de mon analyse, etc. Donc en fait, la colère, elle est pas tant sur les mensonges, elle est sur l'attitude générale de cette personne. Et cette personne, pourquoi il y a la culpabilité qui sort? Parce que c'est un peu par ça qu'elle vous tient, mine de rien. Oui, mais si c'était vrai, c'est vrai que je serais horrible de réagir comme ça. Et à l'image là des loups, on vous susurre des trucs dans la tête. Je dirais pas que vous êtes sous emprise, hein, parce que pour moi la colère là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Mais franchement, c'est ultra bâtard parce que, vous voyez, c'est ultra trompeur. Hein. L'image de base, vous dites, tout va bien. Elle a des fleurs, elle est belle, la carte est blanche, ça parle de confiance. Ouais, mais là, je la sens très mal aspectée. On joue sur votre confiance.
On essaie de vous donner confiance et on en abuse. Et on vous tient là-dessus, sur cette culpabilité. Et vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable de douter et en même temps, vous vous sentez coupable de pas être suffisamment sûr de vous pour envoyer bouler cette personne ou pour vous rebeller ou pour avancer. Vous avez l'impression limite de devenir fou, hein. Vous savez plus trop quoi écouter. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Parce que y a jamais de comment dire, d'action réellement négative. C'est assez sournois, hein. C'est qu'on endort votre confiance et puis on vous susurre des trucs à l'oreille. Il y a jamais de c'est pas brutal, c'est pas on vous abandonne, c'est pas on vous c'est qu'on sait vous endormir, on sait vous prendre par les sentiments, on sait, j'ai l'impression aussi parfois vous rabaisser un peu, vous décrédibiliser et fais-moi confiance, je sais mieux que toi. On adore se poser un peu en hiérophante mal aspecté, en pape mal aspecté. Fais-moi confiance. J'ai la connaissance, j'ai la parole, j'ai le message. Et toi, ne questionne pas, en fait. Juste écoute ce que je te dis. Et là, on peut passer un peu dans les... Vous savez, dans les gourous, dans les sectes, les choses comme ça. Il y a une notion, ce que je ressens. Hein. Mais je la sens tellement... je suis désolée, hein, mais tellement dégueulasse, là, cette énergie-là. Mais sournoise, elle est pas frontale. Elle est pas frontale. Ouais, et du coup, vous êtes un peu paumé là-dedans. Ok. Bon, on va aller voir. Alors... Ouais. Alors... on n'est pas sûr quelqu'un de... Alors c'est compliqué toujours le vocabulaire parce qu'on a tendance à aller dans les clichés, dans les extrêmes, dans les trucs comme ça, mais on va dire, c'est pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est une personne qui a... alors que si je dis un objectif, c'est pas ça, qui a un réel intérêt pour vous, qui a un réel attachement pour vous. Alors, tout est relatif, hein, attention. On va dire que dans sa conception des choses et au vu de sa capacité à aimer, on vous aime. Après, est-ce que c'est de l'amour sain? Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Non, pas du tout. Mais dans son référentiel à cette personne, c'est un peu le mieux qu'on est capable de faire, ok? Donc, on vous aime. Là-dessus, il n'y a pas de débat. D'une manière un peu toxique, d'une manière conditionnelle, oui, mais on vous aime. Par contre, on vous voit... Alors, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une espèce d'objectivisation derrière ça. Vous n'êtes pas un trophée, vous n'êtes pas qu'un trophée, mais vous avez un peu cette valeur-là. On vous chérit, hein, attention, mais en plus de ça, dans la façon dont on pense à vous, il y a une sorte d'accomplissement sur le fait d'être avec vous, d'avoir une relation avec vous. Parce que, je sais pas, on admire votre beauté, votre intelligence, votre individualité, votre indépendance, peu importe. Il y a une ou plusieurs qualités chez vous que l'on admire, que l'on envie, que l'on respecte et que l'on trouve gratifiant d'avoir à travers vous. Voilà. Et c'est là où la notion de trophée, elle est encore une fois à prendre avec des guillemets parce que vous n'êtes pas juste un objet, vous n'êtes pas juste une proie qu'on affiche et regardez qui j'ai pécho. C'est un peu plus complexe que ça. C'est à travers le rayonnement que vous attirez, on attire du rayonnement. Vous voyez, alors on ne veut pas être cantonné au rôle de je suis le compagnon ou la compagne de, mais si vous êtes exceptionnel d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on ait réussi à vous séduire, à vous avoir, ça nous rend un peu exceptionnel aussi. Voilà, un petit peu par ricochet. Donc, oui, on vous aime,
mais on a aussi un intérêt là-dedans, hein. Donc, et c'est pour ça que je dis que on n'est pas que sur du pervers narcissique, hein, pas du tout, parce qu'il y a quand même une notion d'émotionnel, même si elle est particulière. Il y a un côté narcissique, dans le sens on a besoin d'être un peu le centre de l'attention, le centre de son existence, etc. Il y a un manque d'empathie quand même plus ou moins important selon de qui on parle ici, mais on n'est pas dans la perversion, dans le calcul, dans le machin, non, ok. C'est juste que, ouais, on a besoin de briller, hein, et si vous pouvez nous aider, il faut que vous brilliez suffisamment fort pour que on en touche les bénéfices, mais pas trop fort et pas plus fort que nous non plus. Vous voyez, parce que sinon là, ça pose problème. Et là, eh ben effectivement, on va être peut-être dans un petit peu cette manipulation et cette culpabilisation de voilà, ok, oui, je sais pas, t'es beau, t'es belle. Moi, ça me flatte mon ego du coup de t'avoir, mais par contre, te la pète pas trop. Hein, parce que c'est quand même moi qui doit être le plus important ou la plus importante, vous voyez. Donc voilà, si tu te sens plus trop pissé, si tu essaies de t'élever un peu trop, je vais te remettre un peu à ta place, je vais te culpabiliser, je vais... Voilà, parce que j'ai besoin d'avoir les rênes, j'ai besoin... C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Ouais. Voilà. On a ce côté très très autoritaire, hein. Vous voyez la façon, là c'est la façon dont on pense à vous. Vous êtes un aboutissement, vous êtes un accomplissement, vous êtes une concrétisation, à la fois dans l'opportunisme, on va dire, dans ce que vous apportez, mais aussi à la fois en termes d'émotionnel. Encore une fois, pour moi, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Maintenant, vraiment, je précise, sa capacité à aimer n'est pas forcément très saine, d'accord ? Mais vous êtes aussi quelque chose sur lequel on a autorité. Et on rejoint cette notion que j'avais d'objectisation. Hein. On va avoir tendance, un peu quand ça nous arrange, à vous déshumaniser. Voilà, vous ressentez pas grand-chose, il faut que nous, on ait l'autorité, nous, on ait le contrôle. Hein. C'est pas très sain, ok ? Et c'est effectivement, on en revient peut-être à cette colère où vous vous sentez indirectement peut-être de ne pas être respecté. Vous voyez, de se sentir pas écouté, pas compris, j'ai l'impression que tu me prends pour un idiot ou pour une idiote parce que tu crois que je gobe tes bobards, ce genre de choses. Vous sentez cette autorité qu'on essaie d'avoir sur vous, mais c'est pas une autorité franche, c'est une autorité qui est un peu vicieuse. Hein. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est marrant parce que cette objectisation, c'est pas dans le sens où vous êtes un mouchoir et on peut vous jeter, c'est que vraiment, on a un projet. Il y a du potentiel, on a décidé, vous êtes l'accomplissement. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à ressentir quelque chose pour vous, on a un attachement pour vous. Donc, et c'est quelque chose d'assez rare que ce soit dans cette mesure. Donc, on a envie d'y prêter presque un dessein divin, vous voyez ? C'est que si je ressens ça, bon bah oui, ça doit garder sur mon contrôle, mais on doit en faire quelque chose, on doit aller au bout de tout ça, donc il est hors de question que ça se termine. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on manipule la vérité. C'est pas forcément pour... Alors, la conséquence, c'est qu'on se joue de vous. Mais le but n'est pas de vous mentir sciemment ou de vous faire du mal ou je sais pas quoi. Le but, c'est de servir notre intérêt. Notre intérêt, c'est qu'on veut pas que la relation s'arrête. On veut que la relation continue parce qu'on a encore une fois une espèce de dessin, de vision fantasmée de c'est le couple idéal, etc. Donc on veut le faire perdurer. Et pour ça, si on sent que vous vous lâchez, on a besoin de transformer les choses pour vous faire rester. Donc, c'est pas pour vous causer du tort, c'est pas parce qu'on culpabilise, c'est pour vous manipuler sans vous manipuler. Le but n'est pas de vous retourner la tête, mais de vous donner matière à y croire pour que vous y restiez.
Vous voyez, c'est très bizarre parce que c'est de la manipulation, mais c'est pas non plus de la manipulation. En fait, aussi dégueulasse que soit le résultat, et aussi égoïste que soit l'intention n'est pas malveillante. Par exemple, imaginons, on va reprendre l'exemple de départ, cette personne, elle est en couple. Sur une personne avec une intention malveillante, on va vous dire que le couple, il est fini et qu'on va quitter la personne. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de vous, qu'on veut juste que vous restiez le plus longtemps possible dans les parages et que si on peut en profiter, tant mieux pour nous. Ok? Là, alors la nuance est très légère, je sais vraiment pas si vous allez comprendre, mais énergétiquement, ça n'a rien à voir. Et à ressentir, ça n'a rien à voir. Là, on a peur de vous perdre. Oui, notre intérêt, c'est que vous restiez dans la relation parce qu'on veut une finalité avec vous. Et que, en vrai, si la situation dans laquelle on est actuellement, si ça se trouve, et c'est bizarre, mais on n'envisage même pas de la quitter. C'est-à-dire que peut-être que la personne avec qui cette personne est en couple actuellement, il ou elle n'envisage pas de rompre du tout. Mais on visualise un objectif avec vous, on visualise un couple avec vous, sans se séparer de l'ancien, ce qui est complètement contradictoire, on est d'accord, mais on veut quand même ce truc avec vous. Et du coup, le but n'est pas de vous mentir pour que vous restiez pour notre propre bénéfice, c'est que limite on prend ça comme une cause commune. C'est que c'est le dessein. C'est comme ça doit se passer comme ça, c'est quelque chose de plus grand que nous. Alors si tu n'y crois pas, moi je dois te faire y croire. Parce que et là on se pose un peu encore une fois en prédicateur, je sais mieux que toi. Vous voyez, c'est tu dois m'écouter parce que moi j'ai la connaissance, moi j'ai la parole et toi tu dois me suivre. Alors si je dois te mentir un peu sur le chemin pour que tu gardes la foi et que tu restes là-dedans, je vais le faire. Mais le but n'est pas pour son intérêt personnel. Parce que, encore une fois, on conçoit le truc à deux. C'est pour tous les deux. Et c'est très bizarre, hein, parce qu'on pense complètement à votre place, etc. Il y a un côté mégalomane et égocentrique, narcissique qui est super bizarre. Hein, mais voilà, je sais pas du tout si c'est clair, mais dans les ressentis, ça allait expliquer. C'est très compliqué. Ouais, et donc là, on a le cavalier de coupe, effectivement, qui pour moi, est assez mal aspecté. Hein. On pense, et encore une fois, vous voyez, au fantasme du prince charmant, du conte de fées, de ce truc. Je sais pas pourquoi, il y a une notion très spirituelle, un peu divine là-dedans, parce qu'il y a un caractère exceptionnel dans cette rencontre. Je pense qu'on est sur une personne qui s'est rarement attachée réellement à quelqu'un, qui va plutôt être du genre effectivement narcissique, je profite un peu des autres, et vous, on sent cet attachement. Donc on a envie de lui donner un happy end, on a envie de le rendre exceptionnel, mais c'est un peu en superficiel. Vous voyez, c'est si vous lisez les contes ou si vous regardez un Walt Disney, les contes, alors bien sûr qu'ils sont adaptés pour les enfants, mais à la base les contes c'est pour les enfants, et les contes originels ils sont beaucoup plus trash, parce qu'il y avait une morale, parce qu'il y avait quelque chose à en apprendre, c'était une métaphore de la vie, des choses comme ça. Et puis finalement, ça a fini complètement édulcoré, complètement gnangnan pour plaire un petit peu à la masse, et on perd le message de base, qui est des leçons de vie, par exemple. Hein. Parce que bon, si vous regardez les princesses Disney, par exemple, en vrai, elles ont tous des gros problèmes. Hein. Belle, elle a quand même un syndrome de Stockholm, mais c'est une belle histoire d'amour. Blanche-Neige, elle va quand même vivre avec cet homme qu'elle connaît pas dans la forêt. Qui fait ça, concrètement? Mais c'est mignon, parce que c'est Disney, parce que c'est pour les enfants, parce que si, parce que ça. Vous voyez, on est quand même sur des choses qu'on a fantasmé, et on a enlevé le truc de base. Pareil, si on prend, je sais pas, Jasmine et Aladdin. Aladdin, c'est un menteur, c'est un voleur, et elle le sait dès le début. Et pour autant, elle se marie avec. Ok ? Si vous rencontrez un mec ou une nana, et la première chose qui vous sort, c'est un énorme mensonge,
Vous auriez confiance de construire une relation avec aussi facilement après un tour de tapis volant? Compliqué quand même, hein. Et là, c'est ça, c'est qu'on refuse de voir les incohérences, on refuse de voir la réalité et on va, quand on pense à vous, on pense à cette version fantasmée du conte, du happy end, de la consécration, ouais, il y a un truc comme ça, un peu secte, je trouve, un peu gourou. Par contre, il faut que ça file droit. C'est-à-dire que dans toutes ces énergies-là de rêve, d'illusion, de potentiel, on a des énergies très directrices. Et on fera tout pour aller coller notre vision de l'imaginaire à la réalité. Donc, oui, cette personne pense à vous, mais elle pense pas à vous réellement. Elle pense à l'idée qu'elle se fait de vous, l'idée qu'elle se fait de la relation, les attentes, les espoirs qu'elle projette sur un happy end, alors que vous, en plus, a priori, vous êtes complètement en train de décrocher. Hein. Donc, vous laissez pas endoctriner par cette vision qui n'est absolument pas réelle. Voilà. Hein. Rappelez-vous que les belles sœurs dans Cendrillon, il y en a une qui se coupe les orteils et l'autre qui se coupe le talon pour faire rentrer dans la chaussure. Vous laissez pas happer par oui, il y en a qu'une à qui ça va et machin, la chaussure. Non, non, il y a des bails sombres hein, dans les contes à la base. Rappelez-vous ça. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.